L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Premier jour de la 77e Assemblée générale de l'ONU autour des défis mondiaux. Les pays africains y participent, tels que la Côte d'Ivoire, dont le président Alassane Ouattara prenait part à l'ouverture du débat général sur le thème « Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Le développement à suivre dans ce journal. Audience du Premier ministre Patrick Hachi ici en Côte d'Ivoire. La nouvelle directrice générale du groupe Orange reçue à la primature ce jour. Elle s'est exprimée sur le partenariat de 25 ans entre le groupe et la Côte d'Ivoire et la volonté d'investir davantage pour la qualité des réseaux. Et l'actualité au Mali, la ville de Kidal accueille près de 4000 déplacés de Talatay et de campements alentours, mais aussi d'autres localités des régions de Gao et Ménaka, localité cible d'une attaque de l'EIGS, la branche sahélienne du groupe État islamique. Bienvenue dans 123 heures. La 77e Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte ce 20 septembre à New York. Réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement au siège des Nations Unies pour débattre sur les défis mondiaux tels que la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique, la sécurité alimentaire. Il est prévu jeudi un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré au sort des 46 soldats ivoiriens retenus par le Mali. Avant cette rencontre, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, prenait part ce mardi à l'ouverture du débat général sur le thème « Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Le développement dans ce compte-rendu de Awa Touré. Le débat général annuel des Nations Unies est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se réunir au siège de l'organisation afin de débattre sur la situation du monde. Le monde qui est au plus mal, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De la mission fondamentale des Nations Unies, instaurer et maintenir la paix. Une grande partie de la planète continue d'avoir les yeux rivés sur l'invasion russe en Ukraine. La guerre a déclenché une destruction et des violations massives des droits humains et des droits humanitaires internationaux. Les dernières informations sur la découverte des sites funéraires à Izium sont extrêmement perturbantes. Nous voyons surgir la menace de division dangereuse entre l'Ouest et le Sud. Les risques pour la paix et la sécurité mondiale sont immenses et nous devons continuer à œuvrer pour la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dans le même temps, les conflits et les crises humanitaires se propagent, souvent loin des projecteurs. Le déficit de financement de notre appel humanitaire mondial s'élève à 32 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré. Pour le président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la crise mondiale a atteint un niveau alarmant. J'entends, en ce qui me concerne, travailler de concert avec le Conseil de sécurité, le secrétaire général, l'ECOSOC et d'autres institutions pertinentes clés des Nations Unies. Je suis prêt à soutenir les États membres pour les aider à recenser des solutions durables à l'échelle du système, des solutions qui auront un impact et qui permettront de transformer les choses. Le président du Sénégal, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a pour sa part appelé la communauté internationale à mieux s'engager avec l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Iselweni. Dans le même esprit, je rappelle notre demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 pour que l'Afrique puisse enfin se faire représenter là où se prennent les décisions qui engagent 1,4 milliard d'Africains. Le débat général se tient cette année du 20 au 26 septembre 2022.
C'est le mercredi 21 septembre que le président de la République, Alassane Ouattara, va présenter à la tribune des Nations Unies la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et son engagement en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Et la Côte d'Ivoire est sur tous les fronts stratégiques de cette 77e Assemblée générale de l'ONU. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, participe depuis hier aux travaux du sommet de la transformation de l'éducation, une occasion de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions nécessaires pour compenser les pertes d'apprentissage liées à la pandémie de Covid-19, mais aussi pour contribuer à une éducation de notre temps. Les actions entreprises par la Côte d'Ivoire ont été présentées à la tribune. Le compte-rendu de Michel Digré depuis New York. L'ouverture officielle des travaux du sommet sur la transformation de l'éducation a été consacrée à la présentation des déclarations nationales d'engagement des chefs d'État et de gouvernement. À l'entame des travaux, la directrice générale de l'UNESCO a dégagé 3 axes prioritaires qui devraient donner un nouveau visage à l'éducation. Notre rapport au vivant, à la planète, la transformation numérique et enfin la paix. 3 thèmes qui sont centraux pour une éducation de notre temps et de demain. La paix, première condition pour dispenser une éducation de qualité. Un panel est dédié au sujet avec pour thème « Apprendre à vivre ensemble de manière durable ». La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a porté la voix de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte un peu plus de 29 millions d'habitants, avec plus de 70% de sa population qui a moins de 35 ans, avec une 60aine d'ethnies, mais surtout avec au moins 25% de sa population qui est étrangère. Donc la Côte d'Ivoire est une terre d'asile, c'est une terre d'hospitalité. Et vous comprenez que la thématique que nous abordons aujourd'hui est importante pour nous, c'est le socle de la politique ivoirienne. Mariatou Koné a partagé l'expérience du pays en matière de promotion de paix durable et de réconciliation par l'éducation. Tout ce qui concerne les activités socio-éducatives, sportives et culturelles, activités pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer la solidarité entre les Ivoiriens. Je peux citer les clubs de paix pour les élèves à l'école, ainsi que les clubs dans le cadre de l'initiative Amis des enfants, Amis des filles, pour l'apprentissage des valeurs démocratiques et du vivre ensemble. Et ça, c'est bien, vous êtes allé dans le concret, vous êtes allé dans ce que vous faites tous les jours. Et ça parle aux gens, quand toute personne qui est dans la salle ici et qui nous écoute aussi en ligne va pouvoir s'inspirer de l'exemple ivoirien pour aller implémenter. En marge des travaux, la ministre Mariatou Koné a pris part à la célébration du 20e anniversaire du Partenariat mondial pour l'éducation. Depuis sa création en 2002, le GPE finance et soutient les changements durables dans le secteur de l'éducation. Et nous venons à l'actualité en Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République accordait ce jour une audience à 2 personnalités, l'un diplomate, l'ambassadeur de l'Union des Comores à Madagascar, Tiemoko Mélié Koné, s'est entretenu ensuite avec l'inspecteur général d'État venu faire le point du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Le compte-rendu d'audience avec Jérôme Kofi Abolin. À la tête d'une délégation du FIGE, Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Théophile Awandoli, a été reçu ce mardi par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné. Les échanges ont porté sur les activités du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées qui viennent de se dérouler à Abidjan. Cette rencontre a été ouverte par le vice-président de la République. Nous venons de terminer nos travaux. Il est de bonne loi que nous passions à rendre compte au vice-président. Donc nous lui avons fait part un peu de nos décisions, nos résolutions, les recommandations. Et le vice-président, à son tour, nous a prodigué beaucoup de conseils, des pistes qui seront utiles pour mieux redynamiser nos différentes structures dans les pays africains.
Avant cette rencontre avec l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire, Théophile Awandoli, le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, a échangé avec l'ambassadeur de l'Union des Comores près la République de Madagascar. Ce dernier a été reçu en tant qu'émissaire du président des Comores. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour remercier et exprimer toute ma gratitude aux autorités de la Côte d'Ivoire, à ces hautes autorités, pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité dont j'ai été gratifié depuis mon arrivée à Abidjan. La relation entre la Côte d'Ivoire et les Comores est excellente. On peut entrevoir de nombreuses perspectives et des potentialités en matière de coopération. Et je ne peux qu'exprimer ici tous mes vœux de progrès et de prospérité pour ce pays et pour tous les continents africains. Pour le diplomate comorien, il est important que les relations déjà exemplaires entre les deux pays se renforcent davantage. Et nous parlons maintenant d'innovation et d'inclusion numérique. À la primature, le développement numérique était au centre des échanges. La nouvelle directrice générale du groupe Orange était reçue par le Premier ministre. Le groupe a plus de 20 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire, annonce l'ouverture prochaine d'un Orange 5G Lab, une structure dédiée aux entreprises, aux startups et aux professionnels du numérique. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Depuis le 28 janvier dernier, Christelle Heidemann est la nouvelle directrice générale du groupe Orange. Ce mardi, elle a été reçue en audience par le Premier ministre Patrick Hachi. Je suis venue me présenter en tant que nouvelle directrice générale du groupe Orange, remercier pour la qualité de notre partenariat en Côte d'Ivoire depuis maintenant 25 ans. Et puis nous avons parlé de nos enjeux de développement et puis on a parlé des sujets qui sont le quotidien, donc comment continuer à investir pour la qualité de service dans nos réseaux. Le groupe a inauguré à Abidjan le premier espace d'expérimentation doté de la technologie 5G, une offre dédiée aux entreprises, start-up et professionnels du numérique et qui devrait renforcer le débit disponible et permettre d'accéder à de nouveaux usages. C'est la raison de ce 5G Lab, pour voir comment finalement la 5G peut transformer les façons de travailler, les façons d'apprendre. Et on va toucher du doigt cette technologie dans notre 5G Lab. Rappelons que le groupe est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, présent dans 27 pays avec plus de 282 millions de clients. L'actualité parlementaire, le président de l'Assemblée nationale est en France pour une visite de travail. Adama Bictogo s'est entretenu avec Jonathan Murphy, le directeur de l'Interpares, une structure dédiée au renforcement de la capacité des parlements et dans les pays partenaires de l'Union européenne. Herman Guivet, notre envoyé spécial en France, nous en dit davantage. Paris. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, reçoit en audience le directeur du programme Interpares, Jonathan Murphy. Un programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale internationale, en abrégé IDEA. Un programme qui se donne pour objectif de renforcer les capacités des parlements nationaux dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et de représentation, en plus de leurs fonctions déjà connues. Nous avons discuté les réalisations de notre partenariat jusqu'au présent et nous avons regardé vers l'avenir quelles sont les possibilités pour la continuation d'une coopération de soutien de l'Union européenne et de notre projet envers le développement de l'Assemblée ivoirienne. C'est une relation basée essentiellement sur la rédaction d'un guide devant permettre l'évaluation des politiques publiques. La Côte d'Ivoire devient donc de ce fait la locomotive des pays africains dans le cadre de la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques. C'est une commission qui a été mise en place l'année dernière en Côte d'Ivoire et c'est une commission qui va donc être renforcée et qui bénéficiera donc de moyens. C'est une nouvelle donne qui est apparue ces dernières années, donc
dans les missions parlementaires. Et je me réjouis de cet entretien que je viens d'avoir avec le directeur de PARES, M. Murphy, lequel entretien donc rentre dans la dynamique de renforcement des relations entre le Parlement européen, l'Union européenne et le Parlement de Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite de travail qu'il effectue en France, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, aura une rencontre avec le président du Sénat français, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale française, Madame Yaël Braun-Pivet. Sur le continent africain, le comité interparlementaire tient sa 32e session extraordinaire à Cotonou, au Bénin. Les députés membres des parlements des 8 États de l'UEMOA prennent part à cette rencontre. Une réunion axée sur la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure au sein de l'Union et du programme régional de formation professionnelle avec un zoom sur la nouvelle dynamique de la collaboration entre acteurs régionaux. Abou Sanogo. Les députés membres des parlements des 8 États de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prennent part à Cotonou, la capitale béninoise, à la 32e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Plusieurs communications à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de la problématique de la lutte contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union, du programme régional de formation professionnelle avec un zoom sur la nouvelle dynamique de collaboration entre acteurs régionaux de communication qui, selon le président de l'Assemblée nationale béninoise, doivent permettre aux parlementaires de mieux s'outiller afin de faire des propositions au gouvernement. Nous devons donc nous impliquer davantage dans le processus d'intégration de nos États par des propositions de loi qui fassent évoluer vers une union des peuples et une véritable croissance économique au profit de nos populations. Cette 32e session extraordinaire du CIP UEMOA a enregistré le retour des parlementaires du Burkina Faso, dont le siège était resté vacant suite au coup d'État de janvier 2022. Depuis avril 2022, c'est le Bénin qui assure la présidence du comité interparlementaire de l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, la police de circulation dispose désormais d'un lieu de restauration et de repos, des box pouvant accueillir au moins 3 policiers, comprenant des toilettes et qui ont été installés à des points stratégiques des grandes circulations. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo nous font voir cela. De 6h à 20h, ils sont déployés sur le terrain en vue de réguler la circulation. Ces fonctionnaires de la police nationale dont les bureaux sont des carrefours sont le plus souvent confrontés à des problèmes d'abri en cas d'intempéries et de forte intensité du soleil, mais aussi par manque de latrines lors du service de régulation. Fort de cette situation, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan a disposé des boxes en faveur de ses agents en charge de la circulation routière. Je ne peux que me réjouir de la synergie d'action entre toutes les administrations de nos 2 départements. La cérémonie de ce jour s'inscrit parfaitement dans cette approche. Je profite de cette opportunité pour féliciter et remercier l'AMUGA pour ce don de box. Doté d'une capacité d'accueil de 2 ou 3 places et de latrines, ces box visent à améliorer les conditions de travail des hommes et des femmes commis à la régulation de la circulation. Monsieur le ministre des Transports, je vous adresse à vous et à vos collaborateurs mes sincères remerciements pour cette belle initiative qui vise à améliorer les conditions de travail des policiers de la circulation. Le ministre des Transports, Amadou Kone, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, se sont félicités de leur collaboration. Conscient de l'impact économique des problèmes de transport, le gouvernement a entrepris des réformes visant à améliorer de façon durable le déplacement des populations. L'accompagnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est très précieux dans la mise en œuvre de toutes ces réformes. Étant des êtres humains à part entière, ils ressentent des besoins pendant leur service. Ils ne savent pas quel endroit fréquenter pour soulager ces besoins, somme toute naturels. Et vous avez compris qu'il faut venir en appui à ces agents de l'État qui œuvrent au quotidien pour améliorer la vie des uns et des autres.
Ce projet, porté par l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, va prendre en compte l'installation de sandbox aux différents carrefours du district d'Abidjan. Il est également accompagné par le conseil municipal de Cocody qui a abrité la cérémonie de remise. Et ce don à la police nationale qui nous mène à cette célébration de la solidarité dans la ville d'Aboisseau où a été célébrée la journée nationale de la solidarité, une journée pleine d'œuvres, de charité et de promotion de la valeur de solidarité. Le récit de Franck Quadion. À Boisseau, voici ce qui reste de la modeste demeure de Kofi. Les récentes pluies et fortes averses ont causé bien de tort à ce père de famille vivant dans le dénuement et qui a perdu biens et filles lors de ces inondations. Cette visite du ministre de la Solidarité dans le sud Comoé est pour lui une éclaircie. Il vient de recevoir un don de la part du ministère de la Solidarité qui m'a offert une villa de 3 pièces avec les munitions dedans, c'est-à-dire que j'ai pas de matelas et d'autres ustensiles de cuisine. Le contexte, la journée nationale de la solidarité et la capitale du Sud Comoé est choisie. Ici sont expliqués les différents mécanismes élaborés par le ministère pour la réalisation de la politique de développement solidaire prônée par le président de la République, mais aussi et surtout des dons sont faits pour soulager les souffrances des populations. Et à Boisseau, nous avons fait la connaissance de M. Kofi Kwame, qui se débrouillait en langage ivoirien dans un poulailler dans lequel il vivait. Et pour nous, au nom du président de la République, qui fait de la solidarité le socle de l'Union, nous devions de lui venir en aide. Et nous avons pris l'engagement de prendre en charge les frais locatifs et permettre à sa femme d'avoir une activité génératrice de revenus. 38 millions de francs CFA au total remis aux personnes vulnérables du Sud Comoé. Solidarité, facteur d'inclusion sociale. C'est le thème de la 16e édition de la Journée nationale de la solidarité. Notons la veille l'organisation d'une table ronde qui a vu la participation du président du conseil régional, Eugène Aka Awele. À présent, le point sur la situation du coronavirus ce 20 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle annonce 37 nouveaux cas de Covid-19, 16 nouvelles guérisons, un cas de décès. Ce 20 septembre, au moins 70 cas sont actifs. On note également pour le point vaccinal au moins 18 636 985 doses de vaccins administrées en Côte d'Ivoire depuis le 1er mars 2021. La filière mangue, les acteurs veulent être plus compétitifs dans le pays. Une ambition exprimée au cours d'une réunion sur la santé de leur secteur d'activité à l'initiative de la primature sur le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Il s'agit pour eux, donc des membres de cette fêtière, de relever les différents problèmes que vit cette filière afin d'en trouver les solutions pour la redynamiser. Amy Sissoko. Avec 180 000 tonnes de mangue produites par an, la Côte d'Ivoire est le 3e fournisseur du marché européen. Au plan national, la mangue représente 4% du produit intérieur brut. Malgré l'augmentation des superficies de production de ces 10 dernières années, la filière mangue reste quand même confrontée à certaines difficultés. Le premier grand problème qu'on a, c'est le problème de parasites, c'est-à-dire les mouches de fruits. Dans la transformation aussi, il y a des soucis puisque notre produit, la mangue, est un produit saisonnier. Donc à un moment donné, quand il n'y a pas la mangue, les usines sont obligées de fermer. Pour identifier ces problèmes et améliorer la compétitivité de la filière mangue, le PC7, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, a mené pendant 2 mois des consultations auprès des différents acteurs de la chaîne de valeur.
Un atelier pour restituer les résultats de ces rencontres a lieu, réunissant le PC7 et les acteurs de la filière mangue. La rencontre de Korogo sonne donc comme celle de l'espoir. Le gouvernement a entrepris depuis 2012 des réformes importantes qui ont produit leurs effets en termes de capacité de la Côte d'Ivoire à servir le marché mondial. Mais aujourd'hui, ayant atteint cet objectif, nous voulons aller à l'étape supérieure, qui est l'étape de la transformation et de la rétention de la plus grande valeur ajoutée de nos productions. Production, transformation, commercialisation, tous ces sujets ont été évoqués au cours de ces 2 jours de réflexion intensive. Le PC7 est un projet financé par la Banque mondiale et mis en exécution par une unité de coordination rattachée au cabinet du Premier ministre. Le PC7 vise à améliorer l'accès au financement de la compétitivité des chaînes de valeur de l'EVA, du palmier à huile, de l'ananas, de la mangue, du karité, du plastique et du textile et habillement en vue de la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée. Dans le secteur du tourisme, des directeurs reçoivent leurs feuilles de route. Ils sont chargés des bureaux de l'extérieur, précisément ceux de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, du Canada, de la Chine, du Maroc et du Qatar. Ils ont reçu des points d'information et des supports promotionnels pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire dans ces endroits. Patricia Omoïtia. Les directeurs des bureaux du tourisme pour l'étranger sont prêts à prendre fonction. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, du Canada, de la Chine, du Maroc et du Qatar. Objectif, promouvoir et repositionner la destination Côte d'Ivoire. Selon la mission qui nous a été confiée, c'est de vendre la destination Côte d'Ivoire, faire en sorte de labelliser la Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'il y ait assez de visiteurs pour notre pays. Ces directeurs doivent contribuer à plus de 10% du PIB de l'économie nationale en captant plus de 5 millions de visiteurs étrangers. Mais nous attendons concrètement d'eux qui fassent bouger le tourisme sur le plan international. Nous attendons d'eux qui nous permettent d'atteindre les 5 millions de tourisme à l'horizon 2025. Nous attendons d'eux qui nous envoient des investisseurs. Le ministre du Tourisme, pour sa part, a invité les directeurs bureaux de ces 6 pays à travailler sous l'autorité de nos ambassadeurs, à capter l'intérêt des populations cibles et à vendre aux opérateurs économiques, aux prescripteurs et tour opérateurs les avantages à investir en Côte d'Ivoire. Il faut faire en sorte que notre destination soit connue. Il faut mettre en avant les atouts de notre destination. On devrait travailler à rechercher des moyens pour nous apporter des solutions. Au-delà des échanges, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, les a instruits aux bonnes pratiques des codes et de la déontologie en ambassade. Il les a exhortés à opérer un travail de veille stratégique, notamment en matière de pratiques promotionnelles de l'industrie touristique. Parlons à présent de culture au Maroc. S'est ouvert dimanche dernier la 4e édition de la semaine du film ivoirien. C'est une tribune qui offre aux cinéastes ivoiriens de collaborer avec des réalisateurs et producteurs de films du Maroc. C'est une tribune ouverte par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Au programme, 7 longs métrages représentant la production cinématographique ivoirienne du moment. On voit cela avec Serge Colléa. 4e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. La Cinémathèque de Tanger consacre ses écrans aux productions des cinéastes venus de la Côte d'Ivoire. Aux côtés de son Excellence Idrissa Traoré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, la délégation, conduite par la directrice générale de l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, Lissone Fall Diomandé, tous sont les invités du CCM, le Centre cinématographique marocain. L'événement s'ouvre en marge de la 22e édition du Festival national du film au Maroc. Les 2 pays élargissent ainsi le champ de leur coopération. Cette semaine du cinéma coïncide avec le 60aire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est pour moi la parfaite occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour leur vision éclairée, imprimant à la coopération ivoiro-marocaine le sceau de la sublimité dans le modèle de relations sud-sud. Et je peux vous dire que
pas moins de 160 accords lient le Maroc à la Côte d'Ivoire. Les trois Lascars constituent le film d'ouverture. Le long métrage de 90 minutes reste très populaire en Afrique francophone avec plus de 56 000 entrées payantes dans 12 pays au total. Cette production ivoiro-burkinabé, sortie en salle en novembre 2021, continue de ravir le public. La 4e édition de la Semaine du cinéma ivoirien au Maroc se tient du 16 au 24 septembre prochain. Au programme, 7 films sélectionnés parmi les plus récentes œuvres ainsi que des rencontres professionnelles pour intensifier les projets de coproduction et d'échange cinématographique. Dans l'actualité hors de chez nous, les déplacés de Talatay dans le nord-est du Mali continuent d'affluer à Gao ou à Kidal. Le 6 septembre dernier, cette localité était la cible d'une attaque de l'EIGS, la branche sahélienne du groupe État islamique. Le groupe terroriste cherche depuis 6 mois à prendre le contrôle du nord-est du Mali, jusqu'ici dominé, selon les zones, par des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 conclu avec le gouvernement malien. Et depuis 6 mois, les attaques de l'EIGS se multiplient. La dernière en date a fait 42 morts à Talatay il y a 2 semaines. Les habitants qui avaient pu prendre la fuite arrivent progressivement à Ménaka, Gao ou encore à Kidal où ils sont accueillis. Ce journal est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité dès 6h30 demain sur RTI 1 et ce sera avec Régis Coffy.